RCF. Charles-André Haro, bonjour. Bonjour André. Alors je rappelle que vous êtes team builder et spécialiste de la relation à l'argent et comme chaque semaine, on se retrouve pour parler de l'argent dans nos vies personnelles ou professionnelles. Et aujourd'hui, si j'ai tout compris, notre relation à l'argent prend sa source avant la naissance. Oui, moi aussi, ça m'a surpris quand j'ai appris ça. C'est Peter Koenig qui nous apprend que dans ses recherches, c'est notre histoire avec l'argent. Elle impacte notre relation à l'argent et donc notre vie. Et ça démarre en effet à la conception et pendant toute notre enfance. Bon, comme beaucoup de choses dans la psychologie. Et ce sujet-là, mon histoire avec l'argent, je vais le décliner sur plusieurs chroniques parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et puis ça touche, moi je vois bien dans les ateliers, ça touche beaucoup les gens. Parce que l'enfance, évidemment, c'est la relation avec nos parents, etc. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est se questionner un petit peu, en fait, parce que la première des choses, c'est ce qui est essentiel pour moi, c'est d'aller chercher sa relation avec l'argent, avec ses parents, et donc il y a des questions à se poser. Voilà, je vous en poserai quelques-unes pendant cette chronique. Alors Charles-André, quelles sont les grandes étapes de notre histoire avec l'argent ? Alors, il y a 9 étapes. C'est Peter Koenig qui l'a concrétisé. C'est de la conception à la naissance, nos premiers souvenirs avec l'argent, mon enfance, mon argent de poche, si j'en avais ou si j'en avais pas, qu'est-ce qu'on disait dans la famille sur l'argent, les événements marquants en lien avec l'argent dans ma généalogie. Ça compte aussi beaucoup, ce qui s'est passé avec mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Ma carrière professionnelle, mes partenaires de vie. Aussi, ça compte beaucoup. Et puis, succession et héritage. Donc, la première des choses, c'est la conception à la naissance. C'est une étape très impactante, souvent très inconsciente. Et il y a quelques questions à se poser, qui est par exemple, qu'est-ce que je sais de la situation de mes parents au moment où j'ai été conçu ? Est-ce qu'ils étaient mariés ? Est-ce qu'ils formaient un couple bien établi, etc., etc. Est-ce qu'il y avait un projet pour moi ? Est-ce que mes parents avaient un projet pour moi ? Est-ce qu'ils voulaient remplacer un enfant mort, par exemple, ou réconcilier le couple ? On appelle ça un enfant progescence. On en parlera plus tard. On peut se poser aussi la question, quelle a été la réaction probable de l'un ou l'autre de mes parents au moment où ils ont eu connaissance qu'un bébé était en route ? Par exemple, est-ce que c'était vu comme un problème ? Est-ce que c'était vu comme une charge en plus ? Est-ce que c'était une pure joie pour les deux ? Et puis, la dernière chose qu'on peut se poser comme question, c'est comment s'est passée ma naissance ? Est-ce que je suis arrivé en avance, en retard ? Est-ce que j'étais en couveuse, etc. Tout ça impacte ma relation à l'argent. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Alors, est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner concernant l'étape de la conception à la naissance ? Oui, absolument. Je vais donner pas mal d'exemples là, dans cette chronique, puis les suivantes aussi, parce que ça compte beaucoup, ce que je vis aussi avec les gens qui viennent à mes ateliers. Et la première des choses, c'est que si l'enfant qui est en route est un problème pour ses parents, inconsciemment, l'enfant va comprendre qu'être un problème a un prix à payer. Vous voyez, déjà, on commence déjà à parler de prix à payer. S'il est vu comme une charge, d'ailleurs qu'elle soit financière ou pas, si c'est une charge, toute sa vie, il va tout faire pour ne pas poser de problème. Donc déjà à ses parents, mais ensuite dans sa vie aussi professionnelle, dans sa vie avec ses relations, ses amis. Il va être autonome, très discret. Il va pas demander d'aide ni de soutien. C'est-à-dire que les gens qui ne demandent jamais d'aide ou de soutien, posez-vous la question de savoir si vous étiez un problème au moment de la conception. Et il va se contenter de peu. Souvent, il va demander presque rien. Les parents qui se marient aussi parce que la femme est enceinte et il fallait se cacher, souvent ça arrive dans les familles catho ou même autres, parce que ça se dit qu'il ne fallait pas être enceinte quand on n'est pas un couple, qu'on n'est pas marié. L'enfant, il risque fort de ne pas se montrer. C'est un petit peu la même chose que le problème, c'est-à-dire qu'il ne va pas oser être vu. Il peut aussi s'appréhender comme une source de danger. Ça, c'est l'enfant, ce que j'avais dit tout à l'heure, l'enfant progescence. Par exemple, si l'enfant a été conçu pour ne pas laisser son frère ou sa sœur toute seule, il va devenir un peu un sauveur. Il va se sacrifier pour les autres. Il va donner son temps, son argent. Il a été conçu pour être utile. Si un enfant est conçu pour réparer ou pour reconstruire une relation amoureuse, ça peut arriver, les parents qui se chamaillent et dessous, le couple est un peu en bascule ou en difficulté, et on fait un enfant pour justement réparer le couple. Ou alors s'il y a eu une fausse couche juste avant, ou s'il y a eu un enfant mort-né, cet enfant il va se mettre à disposition. Il va être à l'écoute des autres, il va s'oublier, comme s'il n'était pas important.
L'autre chose aussi qui est importante, qui arrive très souvent, c'est l'enfant qui n'a pas le sexe attendu. Il va se considérer comme une déception. Si par exemple, votre mère ou votre père, ou les deux, voulez un garçon et que vous êtes une fille, les parents vont être déçus. Même si cette déception, elle n'est pas durable, c'est pas le problème. C'est qu'ils attendaient une fille parce qu'il y avait un garçon avant ou autre. Et ben cela risque de laisser des traces. Et cette personne qui va sûrement faire tout son possible pour ne pas décevoir. Toute sa vie, elle va faire des choses pour ne pas décevoir. D'abord ses parents, ses proches, son conjoint ou sa conjointe, et pour que les personnes, pour qu'elles soient importantes aux yeux des autres, puisqu'elle était une déception. Alors une chose très importante que je dis souvent et que je redis, c'est pas parce que vous êtes un enfant de déception ou un enfant non désiré ou un projet sens que vous n'êtes pas un enfant aimé. Il faut bien faire la différence. On peut absolument aimer un enfant même si on a été déçu au départ parce que c'était un garçon ou c'était une fille alors qu'on attendait une autre. J'ai dit souvent, vos parents vous aiment profondément. Et au vu des exemples que vous venez de donner, quels sont les impacts sur notre relation à l'argent ? Bah oui, c'est bien le sujet, André. Vous avez raison de me le redire parce que, évidemment, si je suis une charge, par exemple, je vais coûter trop cher. Donc, mon rapport à l'argent, je vais pas dépenser d'argent. Je vais dépenser ou alors je vais dépenser de façon excessive. L'un ou l'autre, c'est les deux excès. Les deux comportements, ils sont pas gagnants dans ce cas-là, évidemment. Si je suis une déception, mon comportement sera un peu identique. Si elle souffre de cela, la personne, elle peut mentir sur l'argent. En particulier sur ses revenus, le montant de ses dépenses, etc. La peur de manquer est souvent liée à son enfance. Donc souvent quand on a peur de manquer, alors c'est souvent l'argent qui est le déclencheur, mais on a peur de manquer d'amour, on a peur de manquer un peu de tout. Et c'est souvent lié à ça aussi, à son lien dans l'enfance, à sa conception. La manière dont mes parents me donnaient ou pas de l'argent selon aussi leur vision de qui j'étais. Ça va impacter fortement ma relation à l'argent. Si je suis un dépensier, si je suis un enfant difficile, si je suis un enfant facile, etc. Forcément, la manière dont ils vont me donner de l'argent ou pas va impacter ma relation à l'argent dans ma vie d'adulte. La manière dont je suis avec l'argent, c'est tout comme vous le savez, c'est un formidable révélateur de ce que j'ai vécu dans ma conception et dans mon enfance. Et j'ai envie de vous dire, le travail commence par la prise de conscience. Donc, d'abord la prise de conscience, et ensuite on peut travailler ça grâce aux ateliers que j'organise, évidemment, mais aussi avec des séances avec des psys ou des professionnels de coach, etc. Voilà, André. Un grand merci Charles-André pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes team builder et spécialiste de la relation à l'argent. Si on veut aller un petit peu plus loin avec vous, on peut vous écrire à atelierdecharlie@gmail.com et puis suivre toute votre actualité sur votre page LinkedIn Charles-André Haro ou bien sur la page Facebook Atelier de Charlie. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'ateliers. Charles-André, vous en organisez très prochainement à Toulon. Quelles sont les dates et comment fait-on pour s'inscrire ? Et je l'organise un week-end, le samedi et le dimanche, 13 et 14 janvier. Et pour s'inscrire, vous allez soit sur ma page Facebook Atelier de Charlie, soit sur LinkedIn Charles-André Haro. Vous aurez un lien pour vous inscrire, ça vous emmène sur WizEvent et comme ça vous pouvez vous inscrire. Eh bien, grand merci Charles-André, puis à très bientôt pour une nouvelle chronique. Au revoir. Merci André, au revoir.